Croyez-moi, il y a 20 ans, on vivait plutôt bien. Il y avait de l'argent, la banque faisait crédit. Alors bien sûr, on voyait bien le chômage monter, mais on avait confiance quand même, ça allait s'arranger. Et d'un seul coup, on n'a pas vu le coup venir. La musique s'est arrêtée, fini, plus d'argent, la mer s'est retirée, et on était tous à poil. La grande crise financière que nous connaissons depuis 5 ans est venue d'une défaillance des systèmes de régulation. Et personne, jusqu'à ce que le drame ne se produise, n'a songé à les critiquer. Tout le monde était ravi de voir l'empilement des crédits. Tout le monde était ravi de voir que les économies allaient bien. Tous nos hommes politiques s'en réjouissaient. Mais au fait, qu'est-ce que c'est que les marchés ? Quand vous êtes investisseur sur un marché, le problème n'est pas d'avoir raison contre tout le monde. Si vous avez raison contre tout le monde, vous perdez de l'argent. Alors si vous êtes sur un marché, ce que vous cherchez à faire, c'est à gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent, il vaut mieux se tromper avec tout le monde que avoir raison contre tout le monde. Et la seule façon, et comme ça ne dure pas indéfiniment parce que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, la seule façon de gagner de l'argent, c'est de se tromper avec tout le monde et juste avant que les gens changent d'avis, d'avoir raison contre tout le monde avant que les autres ne vous rejoignent. Bon. Et comme les opérateurs de marché sont tous très intelligents, parce qu'il y a beaucoup d'intelligence qui se développe sur les marchés, mais qu'ils sont tous très conscients d'être intelligents, ils croient tous qu'ils sont plus intelligents que les autres, et par conséquent, ils croient ils savent bien qu'il y a des bulles, mais ils croient qu'ils seront les derniers à sortir avant que la bulle n'éclate. Et ça, en général, ça ne marche pas. C'est-à-dire que la majorité ne sort pas avant que la bulle n'éclate. La finance noire, le système central des spéculateurs, le shadow banking, on parle aussi de dark pool, parce que tout s'y passe dans l'ombre, sans aucun contrôle, hors toute réglementation et toute loi. Fonds spéculatifs, paradis fiscaux et banques d'affaires. Pour couvrir le tout, les assureurs. Ici, c'est casino. On y joue aussi l'argent des autres, les cartes parfois cachées dans les manches. Pas de règles. Le shadow banking, sa seule activité, ce sont des activités de type spéculatif. On n'ouvre pas un compte en banque dans le shadow banking. Ce sont des activités dangereuses. Ce sont des activités qui introduisent essentiellement du risque systémique, comme on dit, c'est-à-dire un risque de destruction du système. Au fond, c'est une histoire curieuse, parce que l'Allemagne était plutôt méfiante sur le shadow banking et la dérégulation des finances. Mais l'Allemagne a ouvert à ses banques une petite porte cachée. En effet, elle leur a permis de faire des affaires hors bilan, dans des filiales étrangères. Les banques allemandes ont fait ça à grande échelle, surtout les banques régionales. Elles ont fondé des filiales, principalement en Irlande, et elles y ont exercé du shadow banking. Lorsque la crise financière a éclaté, ces banques que l'on croyait tout à fait sûres sont devenues de véritables bombes, car personne ne savait ce qu'il y avait dans leurs comptes, ni quelle était l'ampleur des risques qu'elles avaient pris. Il y a une espèce d'inertie dans le système qui fait que pour réglementer, ça prend beaucoup de temps, mais aussi le fait que ces gens ont des moyens financiers qui leur permettent de faire du lobbying et de décourager le fait qu'on les réglemente. Les gens s'enrichissent comme ça, on vous achetez n'importe quoi, et puis ça flambe et vous gagnez 100 fois la mise en 6 mois. Évidemment, c'est tentant pour des jeunes d'aller spéculer, c'est un casino, ça n'est plus de la bourse, ce n'est plus les fondamentaux qui l'emportent, c'est un casino. Donc à ce moment-là, les gens viennent mettre leurs économies n'importe comment et puis perdent tout. Ce qui s'est passé dans la dernière crise, c'était la même chose. Each place
Ça commence par un rêve à deux. Devenir propriétaire, posséder sa maison. Et quand la démographie va, le bâtiment, ça va bien, merci. Démographie croissante, affaires florissantes. La croissance économique, la prospérité des États-Unis a été en grande partie tirée depuis le 19e siècle par l'immobilier. Et au cœur de cette croissance de l'immobilier, il y a les caisses d'épargne, les Savings and Loans, qui étaient des institutions locales, fondées et gérées par des Américains qui étaient en fait des bons pères de famille. C'était une institution très respectée. Tout le système des caisses d'épargne a commencé à être dévoyé dans les années 80, c'est-à-dire à partir du moment où l'Amérique commence à faire voter des grandes lois de dérégulation, non seulement des banques, mais aussi des marchés financiers. Le schéma type des fraudes au sein des caisses d'épargne est le suivant. Le propriétaire organise avec un certain nombre de complices, d'associés et d'affidés extérieurs des distributions de prêts en sachant que ces prêts ne seront jamais remboursés. Cet argent s'investit dans de l'immobilier, on voit ainsi des conurbations se créer. Tous ces prêts sont des prêts fictifs et frauduleux. Parallèlement, pour masquer ces prêts, il y a tout un tas de manipulations comptables. Sans compter qu'une partie de ces caisses d'épargne, transformées en fait en entreprises criminelles, vont aussi servir à blanchir de l'argent du crime organisé. Et donc les Savings and Loans se sont cassés la figure les uns après les autres. Alors ça a commencé par le sud, San Diego, Los Angeles. San Francisco a mieux tenu, ça a été San Francisco et le nord, l'Oregon et l'État de Washington, ça a mieux tenu. Parce qu'en fait, il y avait eu moins de spéculation et puis Silicon Valley existait. Donc, en fait, ça a été les derniers. Et les derniers se sont fait racheter, évidemment, à bas prix par des banques. Sauver les caisses d'épargne coûte 125 milliards de dollars. L'État paiera. Facile. Ça c'est quand même un paquet, mais c'était un premier essai, une sorte de répétition. On recommencera, on fera mieux, beaucoup mieux. À bientôt, Berthe. The news is out. Les révolutions technologiques suscitent régulièrement des bulles spéculatives. Le charbon et le chemin de fer, au XIXe siècle, l'automobile, au début du XXe, l'électronique et récemment le numérique et Internet. La nouvelle industrie, nouvelle société, nouveaux profits. Au départ, c'était relativement facile. C'était des sociétés, mais par exemple Microsoft, c'était des sociétés qui gagnaient de l'argent, qui étaient gérées, qui avaient un bilan propre, qui avaient déjà une existence. Donc, on avait des gros prospectus, on avait des exemples déjà dans nos banques, on travaillait déjà sur les produits, donc on apprenait en travaillant dessus. Donc c'était, je dirais, normal d'investir progressivement en étudiant, en apprenant et en étant avec des gens qui faisaient un métier, qui gagnaient de l'argent, donc on payait peut-être ça assez cher, mais on savait que c'était le futur. Et en même temps se créent les stock options. C'est-à-dire que ces inventeurs se disent je crée des entreprises avec un coût très faible, le taux d'intérêt est extrêmement bas du fait de la politique monétaire, et je deviens mon propre actionnaire, et par conséquent, je vais valoriser indéfiniment en réalité, et je vais devenir un multimillionnaire finalement en quelques clics, quoi. Et donc c'est ce qui s'est passé. On vous dit, il y aura Google, il y aura Amazon, il y aura ceci, il y aura Yahoo, et ça va rapporter tellement d'argent que on peut déjà, si vous voulez, on peut commencer à distribuer l'argent. Moi j'ai eu l'occasion aux États-Unis. J'ai eu des entretiens d'embauche dans des compagnies comme ça. C'était le rêve, mais ce rêve avait été créé en fait, essentiellement par le changement des règles comptables qui avait permis de vendre, distribuer l'argent des châteaux en Espagne. On va construire des châteaux en Espagne et on distribue déjà l'argent que ça produira. Et les investisseurs arrivent en foule
en foule. Tous les gros investisseurs institutionnels, en fait, ils demandent, chaque fois qu'une entreprise, mettons, a besoin initialement, si vous voulez, de 2 millions de dollars pour commencer, les investisseurs en proposent 4-5 fois plus. Non seulement les titres sont placés, mais il y a une pression pour investir là. Il faut absolument investir là. Donc, vous avez une flambée incroyable des cours. Non seulement on ne tient plus compte des dépenses anciennes, non seulement on ne s'intéresse plus au fait qu'on peut distribuer de l'argent qui vient de rentrer, les recettes de l'année dernière, mais on va commencer à faire une nouvelle chose. On va commencer à distribuer sous forme de dividendes de l'argent qui n'est pas encore rentré. C'est un changement dans la comptabilité, on appelle ça mark to market, la cote au marché en français, la cote au marché. Au moment où on met le projet sur le papier, on commence à distribuer l'argent. Le plus bel exemple de la compagnie évidemment qui s'écroule dans cette bulle de l'Internet, c'est la compagnie Enron. C'est pas une compagnie d'Internet, mais c'est la 7e compagnie aux États-Unis. C'est une compagnie très, très importante. Et dans cette compagnie, un beau jour, on signe un projet de faire un barrage hydroélectrique en Inde. Et 2 personnes qui sont occupées dans cette compagnie de ce projet reçoivent chacun 50 millions en bonus à valoir sur les bénéfices qui vont venir de ce barrage. Ce barrage n'a jamais produit de l'électricité, mais 50 millions ont quand même, les deux fois 50 millions ont quand même été distribués. Enron était le numéro 1 mondial de l'énergie et un fort appétit. Gaz, électricité, télécommunications, Internet, marché financier, Enron avalait tout et faisait tout. Opérateur, investisseurs, producteurs, vendeurs, assureurs. Ça s'appelle un conglomérat. 100 milliards de chiffres et 35 milliards de dettes. Et aussi comptes truqués, blanchiment, corruption et fraude. Un exemple. Vous ne trouvez pas? Je me souviens d'une compagnie où j'étais là et on me dit, voilà, la compagnie fait ceci ou cela, je ne sais même plus ce que c'était. Bon, ce serait sur l'Internet. Et puis, voilà, l'entretien se passe comme ça, et puis ça se termine toujours de la même manière. Est-ce que vous avez des questions? Je dis, oui, vous allez être coté en bourse, il va y avoir une IPO, où la compagnie va passer de son projet à être une compagnie cotée en bourse. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Et le type me dit, ça va être un moment difficile pour la compagnie. Je dis, pourquoi? Parce que nous tous, nous allons prendre notre retraite à ce moment-là. L'argent qui était produit de cette manière-là, c'était une espèce de caisse dans laquelle on puisait, et puis on prenait sa retraite parce qu'on avait fait 10 millions, 20 millions, etc. Et le problème de la compagnie, c'était la transition vers le moment où elle devait, en principe, faire les choses pour lesquelles la compagnie avait été créée. Il fallait voir, avant même que ça commence, il fallait voir les locaux dans lesquels ça se passait. C'était à l'infini, il y avait avec 15 ordinateurs par personne, etc. Et tous ces trucs-là, bon, évidemment, n'ont jamais marché. Les prix ont monté à la bourse sur les bénéfices qui viendraient un jour. Et puis, il vient un moment, c'est une pyramide, bien entendu. Il vient un moment, on n'arrive plus à recruter. Tous ceux qui pourraient être là sont là. Et le truc s'effondre. Tout à coup, le prix dégringole. Et j'avais des collègues qui étaient là à spéculer, qui achetaient des trucs. Et pendant les heures du bureau, ils achetaient des machins, etc. Et ils étaient, voilà. Alors, ils me snobaient un peu. J'étais pas dans le club. Et puis le jour, tout ça s'effondrait, qu'on a vu leur figure, leur visage qui s'allongeait. Moi, j'ai rien dit. Bon, mais voilà. Depuis les années 1980, Wall Street, la tête à l'envers, a supprimé les règles prudentielles imposées depuis la grande crise des années 30. On ne demande même plus un plan de rentabilité aux sociétés qui veulent entrer en bourse. En une année, Goldman Sachs introduit 18 sociétés, dont 14 sont à ce moment-là déficitaires. En moyenne, les actions des sociétés introduites en bourse à la veille de l'an 2000 dépasseront de 180% leur prix d'introduction. Goldman Sachs faisait encore mieux, 280%. Toute spéculation passe par une phase euphorique. Il y a, si vous voulez, une espèce d'unanimité, une convention de marché qui fait que tout le monde va aller acheter parce qu'il pense que les prix vont monter, il le pense parce qu'il pense que les autres vont acheter aussi. À ce moment-là, spéculer, c'est prendre le risque. Et donc, vous voyez, il s'est développé une finance dont énorme, produits dérivés, etc., une finance dont l'objectif était de transférer le risque, de faire circuler le risque jusqu'à ceux qui veulent le prendre.
Et c'est des spéculateurs, évidemment, qui le prennent. Comment expliquer? Vous recevez de l'argent, vous l'investissez, ça marche, parce que vous faites monter artificiellement les cours. Donc, vous achetez, les cours montent. Vous distribuez, donc vous recevez encore plus d'argent, puisque les premiers qui sont rentrés disent « qu'est-ce qu'on gagne comme argent ?» Donc les autres arrivent en masse. Donc il y a de plus en plus d'argent, donc on fait monter de plus en plus, puisque vous achetez artificiellement. Et puis à la fin, paf, la bulle de savon. Début des années 2000, ça swing. Éclatement de la bulle Internet, attentat du 11 septembre, baisse de la balance des paiements, baisse de l'épargne et baisse des taux d'intérêt. Les Américains continuent pourtant à vivre comme si de rien n'était et consomment tout autant, au bonheur des spéculateurs. À partir de janvier 2001, la Chine entre dans l'OMC. Et l'entrée de la Chine dans l'OMC change le commerce international de manière très profonde, en ce sens que les produits chinois vont inonder le marché occidental, créer par conséquent ce déficit des ménages. On s'endette pour faire de l'immobilier, mais on s'endette aussi pour acheter les biens chinois. Et quand les prix sont bas, on se croit plus riche. Faites gaffe, c'est un piège. À partir des années 70-80, et le phénomène est concomitant de la dérégulation, on voit les inégalités de revenus et de salaires croître aux États-Unis de manière absolument considérable. Le système capitaliste américain décide en quelque sorte de bloquer les revenus des couches populaires et des classes moyennes américaines. Mais pour donner à ces classes sociales l'illusion encore de la richesse, eh bien on le fait par l'endettement. On pousse à l'endettement justement pour combler ces inégalités croissantes de revenus et de salaires. Mais il est évident que c'est un pur miroir aux alouettes. Les ménages vont se mettre à s'endetter pour maintenir leur mode de vie alors que leurs revenus ne progressent pas. Et c'est un endettement qui va devenir cumulatif, évidemment dangereux. C'est reparti mon kiki. Le rêve américain, toujours renouvelé, génération après génération. Avoir sa maison à soi. C'est facile, c'est pour rien, c'est offert. George Bush le dit. People, low-income people are going to be able to more afford a home in Texas because of Kirby John's vision and work. He's answered the call of faith to help people help themselves and to help them realize dreams. The other thing Kirby John told me, which I really appreciate, is you don't have to have a lousy home for first-time home buyers. If you put your mind to it, the first-time home buyer, the low-income home buyer, can have just as nice a house as anybody else. Dit comme ça, on pourrait même y croire. Le piège à pauvres est ouvert. Les sociétés de prêts hypothécaires ont décidé de distribuer de manière quantitative et non pas qualitative des prêts à 4 catégories de la population américaine qu'elles ont spécifiquement ciblées. Les minorités ethniques, surtout les Noirs et les Hispaniques, les pauvres et les classes moyennes, les personnes âgées et les handicapés. Et dans le système américain, ces mortgage lenders utilisaient des courtiers en prêts hypothécaires, des mortgage brokers, pour aller solliciter ces ménages qui avaient été ciblés. Les mortgage brokers étaient eux-mêmes une profession totalement dérégulée dans les 50 États des États-Unis. À peu près n'importe qui, sans diplôme, sans qualification professionnelle, sans même vérification souvent du passé judiciaire, pouvait devenir courtier en prêt hypothécaire. Et dans ce système très pervers entre les mortgage lenders et les mortgage brokers, pendant plus d'une dizaine d'années, des centaines de milliers de dossiers de prêts hypothécaires ont été constitués, comportant de la tromperie et des fraudes, au sens technique, au sens pénal du terme, c'est-à-dire que ces dossiers étaient perclus d'infractions pénales, abus de confiance, escroquerie, abus de faiblesse, faux en écriture. En 2006, à la veille
de l'éclatement de la bulle immobilière tout de même, plus de la moitié de ces dossiers étaient des dossiers qui n'étaient pas remplis. Les Américains disaient « no doc loans », c'est-à-dire que les dossiers n'avaient pas été matériellement remplis. C'était donc des faux par omission. Alors, qu'est-ce qui se passe pour qu'une dynamique de ce type-là, pour que les prix continuent d'augmenter? Il faut qu'à tout moment, il y ait de nouveaux acheteurs. Et à tout moment, il faut qu'il y ait de nouveaux entrants. Des gens qui n'ont jamais acheté de maison entrent et achètent une maison. Ce qui se passe dans les années 2005-2006, on a prêté aux gens de plus en plus pauvres. On a maintenant prêté à l'ensemble des Mexicains, des Afro-Américains, etc. Et on a épuisé la réserve. En dessous des plus pauvres, dans toute population du monde, c'est toujours vrai, en dessous des plus pauvres, il n'y a personne. Il n'y a personne. Paul Jorion, ethnologue avant de devenir économiste, travaillait à Country White Financial, la plus grosse des sociétés d'hypothèques, celle d'où allait venir la catastrophe. Il a vu le piège à pauvres se refermer. Le bonhomme, il fait un emprunt, il reçoit le crédit, ils empruntent, je ne sais pas, 99% de la valeur de la maison, et on leur donne. Alors, sur une maison qui vaut 100 000 $, ils ont emprunté 99 000 $. Voilà. Bon. L'année suivante, la maison vaut 120 000 $. Il y a quelqu'un, une banque qui les appelle au téléphone en disant « Écoutez, vous savez, je vous donne un autre mortgage, un nouveau prêt hypothécaire, mais plus sur les 100 000, je vous le fais maintenant sur les 120 000. Vous allez pouvoir emprunter 20 000 $ supplémentaires. » Et avec les 20 000 qui dégageaient la différence entre les 120 000 et les 100 000, avec les 20 000, ils payaient leur mensualité. Parce qu'en réalité, ils avaient pris des maisons qui étaient au-dessus de leurs moyens. Ils ne pouvaient payer les mensualités qu'en faisant des emprunts supplémentaires. On était dans une totale logique de bulle. Qu'est-ce qui se passe? Ce truc-là s'effondre. Il suffit que les prix stagnent à ce moment-là. Le gars qui dépend du fait que le prix va encore monter, si le prix stagne, il est mort. Et c'est comme ça que ça s'est passé. En fait, les ménages, dès le départ, étaient piégés, pigeonnés et étranglés. On les appelait aussi des prêts fantômes, comme je vous le disais. C'était des prêts, en anglais, on disait ninja. Alors il faut découper le mot, en fait. Ninja, ça voulait dire no income, no job, no asset. Donc on distribuait des prêts à des gens qui n'avaient pas de revenus, qui n'avaient pas de travail et qui n'avaient pas de capitaux. Ils surnommaient ces prêts des prêts à neutrons, par référence à l'arme du même nom. Vous savez, l'arme à neutrons, c'est l'arme qui détruit les personnes, mais qui laisse intacts les bâtiments. Donc ces financiers savaient qu'ils allaient pouvoir étrangler les ménages endettés, qu'ils pourraient saisir la maison, la récupérer et la vendre aux enchères. Quand on fait un prêt hypothécaire, il y a deux choses dont le banquier tient compte. Il tient compte de votre possibilité à vous, emprunteur, de rembourser la somme, et il tient compte de la valeur de la maison. Bon. Dans le système américain, où il n'y a pas d'obligation légale pour celui qui a emprunté la maison de rembourser la somme, parce qu'il peut se contenter de mettre la clé sur la porte de la maison et de donner la clé à la banque, il n'est pas obligé de faire le paiement. Dans ce contexte américain, le prix commence à augmenter de telle manière qu'on tient de moins en moins compte de la capacité de l'emprunteur de rembourser. Pourquoi? Parce que cette option qui existe pour la banque de saisir la maison et de la revendre, dans le cadre d'une bulle immobilière, c'est une opération qui apparaît toujours gagnante. Les banques d'affaires achetaient tout. Elles savaient qu'elles allaient faire un profit de services financiers et qu'elles en garderaient le moins possible. C'est simple, juste une affaire de maquillage. Mélangée à d'autres créances, la banque en fait un nouveau produit financier, un CDO, source de nouveaux profits qui attirent les assureurs, et notamment le plus important d'entre eux, AIG. 74 millions de clients sur la planète. AIG est normalement une compagnie d'assurance qui n'avait aucune raison de rentrer dans ce business, mais qui s'est dit après tout, le dérivé de crédit, c'est une assurance. Donc, moi, je vais construire une banque d'affaires à l'intérieur de ma compagnie d'assurance
et je vais, d'une certaine manière, prendre le risque de crédit que les autres me vendent par l'intermédiaire de ces dérivés. Donc, et c'est chargé d'une montagne, si vous voulez, de risques. Avec seulement 2 milliards de dollars de fonds propres, AIG va détenir jusqu'à 800 fois plus d'engagements à haut risque. Les bénéfices d'AIG quadruplent, ses traders deviennent millionnaires. La grande embrouille est en marche. Le point qui paraît invraisemblable et qui montrait que finalement l'aveuglement avait perverti finalement tous les responsables, qu'ils soient financiers, politiques ou de ce que vous voulez, c'est qu'une entreprise de l'importance d'AIG a pu avoir une banque d'investissement à son intérieur, prendre plusieurs centaines de milliards de dollars de risques sans que la Fed ne le sache. Parce que ce n'était pas une banque. La SEC ne savait pas, personne ne savait que AIG avait construit un tel agencement, si vous voulez, de risques à son intérieur. Et l'embrouille continue. AIG, à son tour, divise le risque en mélangeant le CDO à d'autres produits financiers, de nature différente, variés, dont certains garantissent de bons rapports, crédit étudiant ou crédit carte bleue. En fin de compte, AIG transforme le tout en titre boursier. Une fois garanti par la note maximum obtenue auprès des agences de notation, toute apparence de la première hypothèque douteuse a disparu. Elle est titrisée. La titrisation est bien le cœur de cette fraude systémique. Grâce à la titrisation, les mortgage lenders pouvaient sortir de leur compte ces dettes, les transformer en produits financiers, les transformer en titres financiers. Donc les dettes ont été revendues sur les marchés financiers. Les mortgage lenders s'en sont débarrassés. Ils se sont débarrassés de leurs responsabilités juridiques et financières. Une grande partie des dettes s'entassaient dans les bilans bancaires qui cependant n'étaient plus contrôlés, comme des opérations de crédit classiques. On se contentait de suivre l'avis des agences de notation. Ainsi, se sont formés des risques de crédit énormes dans les bilans des banques allemandes, à cause de ces titrisations, qui n'étaient contrôlées par personne. Or, ceux qui ont acheté ces valeurs ne le savaient pas. Ils pensaient avoir en main un placement financier très sûr. On a pu observer le même développement sur les marchés européens où se sont créées des bulles économiques similaires. En fin de compte, la crise en Espagne que nous vivons en ce moment prend son point de départ dans la bulle immobilière aux États-Unis. Les banques allemandes ont acheté beaucoup de ces titres et les ont délocalisés dans ce monde bancaire de l'ombre, dans leurs filiales à l'étranger, où a grossi cette bombe, qui a fini par exploser en 2008. Aucune autre industrie bancaire européenne n'a autant été touchée par l'effondrement du marché immobilier américain que l'industrie bancaire allemande. Devant le Sénat américain, les poseurs de bombes, les hommes de Goldman Sachs. $600 million of Timberwolf securities is what you sold. Before you sold them, this is what your sales team were telling to each other. Boy, that Timberwolf was one shitty deal. They sold that Mr. shitty Chairman, deal. This email was from the head of the division, not the sales force. Whatever it was, it's an internal Goldman document. This was an email to me in late June. Right, and you after sold the Timberwolf. transaction. No, you sold Timberwolf after as well. Do you believe that you have a duty to act in the best interests of your clients? Again, Senator, I will repeat, we have a duty to serve our clients by showing prices on transactions that they ask us to show prices for. What do you think about selling securities which your own people think are crap? Does that bother you?
I think they would, again, as a hypothetical. No, this is real. Well, then I don't. We heard it today. Well, we heard it today. This is a shitty deal. This is crap. I heard nothing today that makes me think anything went wrong. Ben voyons, presque pas gêné, à peine. Comme il n'y avait aucune régulation, que personne ne surveillait ça, que les banques d'affaires savaient bien que derrière, elles allaient acheter ces crédits, les mettre en pool, faire des commissions et également les revendre, et que ceux qui achetaient le risque au bout du compte n'avaient aucune idée du processus de titrisation, que les agences de notation étaient en cheville avec les banques d'affaires pour titriser de telle manière qu'ils disaient aux investisseurs « Vous pouvez aller absolument sans risque, on vous met triple A, ça veut dire que c'est un crédit aussi bon que le crédit d'État ». Ce processus a dérapé de manière énorme. C'était donc très intéressant d'entrer dans ces affaires. Les banques européennes y sont entrées et ont tenté d'y faire leur business. Elles ont acheté ces subprimes, car cela les débarrassait de l'obligation d'entrer elles-mêmes dans le marché immobilier. Elles ne devaient pas construire elles-mêmes des maisons, elles n'avaient pas à les acheter, elles n'avaient pas à les vendre, mais elles se contentaient d'acheter les titres immobiliers. Elles pensaient pouvoir ainsi participer à ce marché, participer à ces opportunités et à ces développements, sans avoir à se préoccuper des détails. Gerade auch deutsche Banken investierten, zum Teil. Des banques allemandes investirent alors des milliards dans les CDS américains et dans les titres structurés. Elles devinrent ainsi dépendantes de ce marché qui devenait en fait de moins en moins stable. L'autorité de contrôle des banques européennes souffrait de déficits structurels. Par exemple, les banques allemandes ne pouvaient pas contrôler leurs filiales en Irlande et ne pouvaient pas évaluer les risques qu'elles avaient externalisés. La question est de savoir si ceux qui vendaient ces produits en connaissaient les risques. On a porté de nombreuses accusations contre Goldman Sachs. Il y a des plaintes contre la Deutsche Bank. En tout cas, il est clair qu'à l'époque, on vendait des titres garantis sûrs, alors que c'était faux. Personne n'a vu comment tout était lié. C'est ça le secret. Un jour, la reine d'Angleterre a demandé à des économistes britanniques comment cela avait pu arriver, comment quelques maisons américaines avaient pu faire s'effondrer toute l'économie mondiale. Ces économistes ont réfléchi 6 mois, puis lui ont écrit qu'ils ne comprenaient pas, que cela tenait probablement au fait que tous les risques pris séparément étaient connus, mais qu'on ne savait pas comment ils étaient liés. Ils ont dit, et c'est ce que je trouve le plus probant, que c'était comme dans une fête. Quand l'ambiance est bonne, personne ne veut être celui qui range les bouteilles. Le FBI a tiré la sonnette d'alarme pour essayer d'y remettre un petit peu d'ordre. Quand la crise a éclaté à partir de 2007-2008, le FBI et le département de la justice se sont retrouvés pieds et poings liés, incapables de faire face à l'accumulation des dossiers. Non seulement les dossiers criminels étaient extrêmement nombreux, mais ils étaient surtout très complexes, très opaques. Tant que les musiciens jouent, tout va bien. Et comme tout est caché, personne n'y voit rien. Les contrôleurs font comme d'habitude, ils contrôlent les yeux mi-clos. Darling, you sent me, I know you. Les agences de notation, Fitch, Moody's, Standard & Poor's, à 3, elles font 90% du chiffre d'affaires global de la profession. Premier problème, elles sont payées par le client pour noter les produits. Deuxième problème, les produits dérivés, c'est-à-dire les plus grands risques.
Ils sont hors bilan, hors de portée des commissaires aux comptes, qui ne parviennent plus à suivre. Les agences de notation avaient de fait un rôle central puisque c'était elles qui devaient dire si les fameux produits titrisés, les CDO, donc les produits complexes qui comportaient les dettes hypothécaires, il appartenait à ces agences de notation de dire si c'était des produits sûrs ou non, si c'était des produits toxiques ou non. Et les agences de notation ont fonctionné comme un cartel, comme un oligopole, elles n'étaient que 3. Elles ont très bien noté tous ces produits titrisés perclus de fraude. Les 9/10 des produits titrisés, contenant des produits subprime, étaient notés AAA, donc disposaient de la note maximum. Elles se sont donc totalement trompées. Dans notre système, un type de produit dont les agences de notation diraient on ne peut pas en évaluer le risque, il serait invendable. Ça, elles ne l'ont pas fait en se disant si je dis que je ne sais pas le faire, je vais perdre une part de marché. Elles le reconnaissent maintenant. Pour certains produits financiers, on ne connaissait pas véritablement de méthode pour évaluer le risque qu'ils représentaient. Toutes ces agences de notation ont accepté quand même de donner des notations. Les chiffres qui leur venaient des banques, des fameux mortgage lenders, étaient tous plus ou moins truqués. Ont-elles été aussi aveugles que cela ? On peut se demander si elles n'ont pas été complaisantes. Pouvaient-elles vraiment ignorer le volume de fraude dans les prêts hypothécaires ? Personnellement, j'en doute. Alors aujourd'hui, les agences de notation aux États-Unis ont réussi à échapper au procès pour fraude civile qui leur a été intenté. Elles ont réussi tout simplement parce qu'elles ont excipé du premier amendement à la Constitution des États-Unis. Elles disent « Nous devons bénéficier de la liberté d'expression. Nos notations n'étaient pas des actes financiers, mais c'était de pures opinions. » C'est juré, craché, puisqu'on vous le dit. Les agences de notation étaient au cœur de conflits d'intérêts absolument gigantesques. Il y a eu 2 grands conflits d'intérêts. Le premier, tout le monde en a conscience, c'est qu'elles étaient payées par les personnes qui leur demandaient de noter les produits. En général, vous n'êtes pas très critique avec la main qui vous nourrit. Surtout, il y avait un autre conflit d'intérêts dont on a très peu parlé et qui était beaucoup plus grave. Les agences de notation ne se contentaient pas de noter les produits titrisés, elles s'occupaient aussi de leur création, de leur structuration en amont. Alors on nous dit que c'était dans des départements distincts, séparés. Mais vous voyez bien que les mêmes institutions notaient des produits qu'elles avaient contribué à créer. Des enfumeurs, voilà tout. Mais à ce point-là, c'est quand même incroyable. Quelques jours avant de faire faillite, AIG sera encore noté AAA, la meilleure note possible. Lehman, pareil. Fannie Mae, Freddie Mac, pareil. Des enfumeurs, dont la commission d'enquête du Congrès américain juge le rôle essentiel dans la débâcle. Dinah, is there anyone finer in the state of Carolina? Pourtant, certains voient juste. Certains savent ce qu'il en est. Le ministre de la Justice lui-même, Michael Mukasey, dénonce, je cite, « des groupes d'individus d'éducation supérieure et employant les meilleurs comptables, banquiers et lobbyistes mondiaux. Disposant de milliards de dollars, ils se font passer pour des hommes d'affaires traditionnels et exploitent la complicité de certains représentants officiels corrompus. » Ces lois de dérégulation ne sont pas tombées du ciel, elles ont été votées. Elles ont été votées à l'instigation du lobby de la finance à partir des années 80. Le lobby de la finance, comme d'autres très grands lobbies aux États-Unis, font les élections, font les lois, choisissent et font élire les républicains et les démocrates qui sont le plus en empathie avec leurs intérêts. Derrière les lois de dérégulation, il y a le lobby de Wall Street.
Il est difficile de le dire. Il y a l'action effectivement des lobbies. Il y a le crony capitalism, comme on dit en américain, le capitalisme des poteaux, le capitalisme des copains. C'est-à-dire ces gens sont copains avec la classe politique, donc on les laisse tranquilles parce que un jour ou l'autre, on pourra se retrouver peut-être dans ce secteur-là, etc. Ils sont directement branchés sur un réseau de grandes banques d'affaires mondiales, qui sont une vingtaine en fait, et qui véritablement ont constitué un pouvoir qui s'est opposé, si vous voulez, à toute comment dire, investigation. Les banquiers américains qui étaient dans ce secteur faisaient partie d'une association, une espèce de syndicat de leur branche, Association of Mortgage Bankers Association, MBA. Et ces gens, sur la période qui a conduit, je dirais, entre 2000 et 2006-2007, quand la crise éclate, ont dépensé 500 millions. Ils ont dépensé 500 millions de dollars pour qu'on ne réglemente pas davantage leur secteur. C'est évidemment de l'argent qui est donné aux sénateurs, aux congressmen, aux parlementaires pour qu'ils n'interviennent pas dans ce secteur-là. Mais c'est aussi le financement d'études. Il y a des études. On demande à des cabinets de montrer, par exemple, dans le cas des subprimes, la Mortgage Bankers Association a essayé de prouver qu'une réglementation supplémentaire du secteur qui aurait évité la crise des subprimes aurait pu être assimilée devant les cours américaines à de la discrimination raciale. En 1998, la présidente de l'autorité de contrôle des marchés s'inquiète et veut renforcer les contrôles. L'opposition du président de la Fed, Greenspan, est sans appel. Regulation of derivatives transactions that are privately negotiated by professionals is unnecessary. Élémentaire, mon cher Greenspan. Je pense qu'on ne comprend pas la crise des subprimes si on ne remonte pas à ses racines profondément politiques. À partir des années 60-70, la vie politique américaine a été guidée, dirigée par l'argent. Pour être élu aux États-Unis à un niveau local ou national, il faut passer dans les grands médias. Donc il faut de plus en plus d'argent. Ce qui explique pourquoi il y a tant de millionnaires élus au Congrès des États-Unis. Le système politique américain vient même de basculer dans un autre monde depuis une décision de la Cour suprême de janvier 2010 qui s'appelle United Citizen. Par cette décision, la Cour suprême dit que les entreprises, les syndicats et les particuliers peuvent financer sans aucune limite les partis politiques. C'est donc un système dans lequel vous donnez un avantage déterminant à ceux qui ont le plus d'argent. C'est pourquoi beaucoup d'analystes aujourd'hui aux États-Unis se demandent si l'Amérique n'est pas devenue tout simplement une oligarchie, voire une plutocratie. À la Maison-Blanche, côté jardin, petite scène intime devant presse et caméra. Good morning, welcome to the White House. I'm pleased to announce that I will nominate Henry Paulson to be the Secretary of the Treasury. George Bush confie le Trésor des États-Unis à rien moins que le président de la banque d'affaires Goldman Sachs, Henry Paulson. Les amis de cet homme remarquable n'ont rien à craindre. You know, and I get reports all the time. Our regulators are very vigilant. I received a report about the banking industry. À l'en croire, tout est sous contrôle. Il est vivement opposé à toute nouvelle réglementation et il sait où doit aller l'argent. Ainsi va la Maison-Blanche, où le pouvoir économique est à un cercle étroit d'initiés. Presque toujours les mêmes, quel que soit le président. Sans frontière entre responsabilité publique et intérêt privé. Alan Greenspan, venu des Savings and Loans, est nommé par Reagan à la tête de la Réserve fédérale. Il y restera 19 ans. De Reagan en Bush senior, Bill Clinton et Bush junior. Robert Rubin, 26 ans chez Goldman Sachs, nommé secrétaire d'État au Trésor par Bill Clinton. Il négocie la fusion pourtant illégale de Citigroup, avant d'en prendre la direction, qu'il quittera peu après avec un bonus de 126 millions de dollars. Larry Summers, ferme opposant à toute régulation. Secrétaire d'État au Trésor de Bill Clinton, qu'il quittera pour la présidence d'Harvard, tout en conseillant Obama, en même temps qu'un hedge fund. Et oui.
Alors cette porosité entre le monde public et le monde privé est une particularité américaine et que la grande banque d'affaires Goldman Sachs a porté à son zénith, puisqu'on parle même aux États-Unis avec un peu d'ironie, mais non sans raison, de Government Sachs. Le plus grand nombre vient de Goldman Sachs. Robert Rubin, Henry Paulson, Mark Patterson et Joshua Bolten, directeur du cabinet de Bush, le directeur de la Banque mondiale, le directeur du New York Stock Exchange, les deux derniers directeurs de la Réserve fédérale de New York, laquelle est pourtant chargée du contrôle de Goldman. Ce n'est pas tout. Mario Draghi, le nouveau président de la Banque centrale européenne, Mario Monti, le président du Conseil italien, et Lucas Papademos, le Premier ministre grec. Otmari Singh, ex-membre du directoire de la Bundesbank, les directeurs des banques centrales du Canada et d'Italie, et tant d'autres. Donc en réalité, il n'y a plus de césure entre ceux qui sont contrôlés et ceux qui contrôlent, entre le régulé et le régulateur. Vous créez de l'osmose, vous créez une communauté de vues, et parfois vous créez une communauté d'intérêts. Et vous créez même parfois des conflits d'intérêts gigantesques. It's too soon to know. Non, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Janvier 2007, 1700 milliards de produits dérivés sont mis sur le marché. Le Dow Jones chute de 200 points. Les premiers signes d'inquiétude se manifestent à Countrywide. On est passé d'une situation à une autre. Dans la première, les marges bénéficiaires étaient telles qu'on ne faisait pas attention à vous quand vous disiez il y a un problème ici, c'est dangereux, etc. Vous dites oui, c'est pas grave. Pourquoi? Paul Jorion donne l'alerte, sans succès. Qu'importe le danger, on préfère continuer à danser, tant qu'il y a de la musique. Ça va dans le mur, mais vous inquiétez pas. Nous, on est tellement meilleurs que les autres, mais on va en profiter encore. On va augmenter notre part du gâteau, notre part de marché va augmenter, etc. Bon, ça dure, je ne sais pas, pendant 6 mois. Et puis, au bout de 6 mois, on commence quand même quand on voit les résultats qui rentrent, c'est-à-dire, par exemple, les sommes sur lesquelles on comptait. On faisait, par exemple, des projections financières sur l'entreprise. Et puis, tout à coup, il y a des sommes qui étaient là chaque année, elles tombaient régulièrement. Et puis, tout à coup, ces catégories-là évitent. On est en 2007, on est à la fin de l'année 2007. Tout à coup, on se rend compte qu'il n'y a plus... Depuis 3 jours, depuis 4 jours, depuis 5 jours, il n'y a plus d'ordres qui viennent d'en haut. Tout à coup, les cadres supérieurs, les cadres dirigeants de l'entreprise sont occupés à faire autre chose. Et les réunions sont annulées. On a telle réunion sur ceci, ça n'a pas lieu. C'est remis la semaine suivante, etc. Plus rien n'a lieu. Et entre nous, on utilise l'expression, on dit, ils sont en train de construire le radeau. Ils ne sont plus là. Ils sont en train, justement, de... Si vous voulez, ou aller aux chaloupes sur le Titanic, ils sont en train de se rendre vers les chaloupes, et c'est pour ça qu'il n'y a plus rien qui se passe, que nous ne recevons plus d'ordre, qu'il n'y a plus de réunions, enfin les réunions sont annulées au fur et à mesure, etc. La réaction n'a pas été du tout de reprendre les choses en main, d'essayer d'arrêter ça, dans une perspective, je dirais, très américaine, très pragmatique. Quand on voit que le bateau coule, on va aux chaloupes et puis c'est tout. Les chaloupes, c'est les parachutes et les bonus. Voilà, ce sont des gens souvent qui avaient énormément d'actions dans leur propre entreprise. Alors avant que ça ne sache dans le public que tout va très très mal, on les revend petit à petit. Il y a des moyens de le faire, il y a des moyens légaux. Par exemple, je sais que mon patron chez Countrywide, il n'avait pas le droit de vendre ses actions plus que, je crois, 10% par mois, etc. Il l'a fait, tous ces gens ont des stock options, ils les exercent à ce moment-là quand les prix sont encore bons. C'est-à-dire, ils amassent simplement, ils tirent l'argent, on partage le butin avant en sachant que on va vers la fermeture définitive. Liquidation totale, on partage ce qui reste à l'intérieur du magasin et le reste on s'en fout. On se dit, les sommes qu'ils récoltent de cette manière sont des sommes importantes, ils se disent on va pouvoir se terrer le temps que la crise soit terminée. En juillet, à Londres, le siège d'AIG avoue un trou de 25 milliards de dollars. Pas de problème, la BCE rend flou et du coup sauve la City, pourtant hors de la zone euro. Et ça continue. Roule ma poule. Un des aspects importants de la violence de la crise a été la découverte au moment où toutes ces chaînes de crédit se sont dissoutes, la découverte de l'ampleur des risques et de sa généralité. C'était complètement opaque. Il n'y a eu aucune transparence. Il n'y a eu aucune information donnée à quiconque sur la manière dont s'est fait la titrisation et le transfert de risque. Et c'est ça qui a envenimé la crise d'une manière absolument énorme.
À partir du moment où, oui, c'est tout le problème à ce moment-là du mimétisme jouant à l'envers. Les gens qui détenaient des créances sur les banques ou des titres sur les banques ne savaient absolument pas si cette banque-là avait fait quoi. Est-ce qu'elle était menacée ou elle n'était pas? Les banques entre elles ne savaient pas ce que les autres avaient. Personne ne savait ce que les autres avaient. Malgré tout, les banksters continuent à se baffrer. Goldman Sachs, les yeux fermés, le nez bouché, continue à vendre les mêmes produits toxiques. 155 milliards de dollars en 2007. Un an plus tard, la musique s'arrête. Deux géants du crédit immobilier sont en faillite. Fannie Mae et Freddie Mac. L'État rend flou, 183 milliards de dollars, une paille. Puis, c'est Lehman Brothers, 100 milliards de dollars de pertes. Encore une paille. La panique gagne les banques européennes. Deutsche Bank, BNP Paribas, Société Générale, UBS Crédit Suisse sont prises. L'argent public bouche les trous, bien sûr. La crise des banques allemandes a pris des dimensions très grandes comparée à la situation internationale, car elle est arrivée de deux côtés à cause de la crise de Lehman Brothers. À l'époque, les exportations allemandes étaient en difficulté. Les exportations diminuaient et les banques allemandes, qui finançaient une grande partie de l'exportation, se trouvaient prises dans une grande spirale négative et devaient faire face à de grosses difficultés. Les grandes banques allemandes se sont retrouvées face à des difficultés parce que tout à coup, leurs créances ne valaient en grande partie plus rien. Il a donc fallu créer des holdings nationales pour sauver une grande partie des banques publiques et privées qui s'étaient aventurées sur le marché immobilier. Au moment de la faillite de Lehman Brothers, tous ceux qui avaient ce qu'on appelle des dérivés de crédit, c'est-à-dire des assurances de crédit, ont voulu les faire jouer en même temps pour essayer de se tirer d'affaires. Et ceux qui leur avaient vendu cette assurance étaient absolument incapables de payer, y compris AIG. Comme AIG était l'une des plus importantes entreprises financières du monde, si on l'avait laissé tomber, le système financier mondial s'effondrait. Mondial. Et c'est ce que Bernanke a tout à fait compris. Et donc, ils ont sauvé AIG tout de suite. Et dès le 18 septembre, c'était à 3 jours près. Dans un week-end, ils ont sauvé AIG. Les financiers ont le goût des mots délicieux. Quand le système est en jeu, quand l'État risque la faillite et qu'il faut alors sauver les banques, ils parlent d'aléa moral. Dans le cas d'AIG, l'aléa moral coûte 85 milliards de dollars. Un détail. Aléa moral, donc. Et totale impunité. La justice américaine n'aime pas en matière économique financière les procès. C'est long, c'est coûteux, c'est incertain. Donc que fait la justice? Elle passe tout à fait légalement des transactions. Elle mène ce qu'on appelle des plea bargaining ou des settlements. Grosso modo, on demande à la personne coupable de reconnaître plus ou moins explicitement ses fautes et de payer une amende. En échange, il n'y a pas de procès. Donc en définitive, Angelo Mozilo, comme tout un tas d'autres fraudeurs, ont été à peine punis, si tant est qu'on puisse considérer que c'est une punition, et c'est l'impunité. But obviously, it doesn't make any sense for us to make a loan that's going to fail because we lose. They lose, the borrower loses, the community loses, and we lose. L'autre jour, je retrouve son nom dans le journal. Il possède plusieurs îles en Polynésie. Il a créé là un centre écologique qui est un modèle pour le monde parce que l'énergie est autoproduite avec des éoliennes, des marées, etc. Cette personne, qui est une personne, je dirais, pas recommandable, je l'ai connu à l'époque où il dirigeait l'entreprise pour laquelle je travaillais. Il a dû retomber sur ses pattes d'une manière ou d'une autre, malgré les multiples procès qui s'accumulent
voulait, sur sa tête à l'époque où je l'ai perdu de vue, mais apparemment, ça ne l'a pas empêché de rebondir. Il est connu pour ayant un yacht qui est dans les 10 premiers au monde en termes de prix d'achat. Selon le Financial Times, les principaux dirigeants financiers mondiaux totalisent 95 milliards de dollars de salaire. Jolie somme. Alors qu'ils ont fait 1000 milliards de pertes. Vous avez bien entendu, de pertes. Malgré la faillite d'AIG, son directeur général empoche 65 millions de dollars. Celui de Merrill Lynch, 160 millions de dollars. Celui de Fannie Mae se contente de 14 millions de dollars. Les bénéfices de Goldman Sachs ont reculé de 37%, mais son président voit son salaire multiplié par 3. Maintenant, ne riez pas. Pitié pour un drame de la pauvreté. I believe the amount that I took out of the company over and above that was, I believe, a little bit less than 250 million. Still a large number, though. Still a large amount of money. You have a $14 million oceanfront home in Florida. You have a summer vacation home in Sun Valley, Idaho. Yet you and your wife have an art collection filled with $1 million paintings. Your former President Joe Gregory used to travel to work in his own private helicopter. When the company did well, we did well. When the company did not do well, sir, we did not do well. Sympa et méritant, le mec. On n'y peut rien. L'espoir est souvent candide. Fin 2009, Barack Obama réforme les finances et Wall Street. Mais l'entourage ne change pas, ou si peu. Les agences, pareil. Le lobbying, pareil. Les bonus, pareil. Et les dividendes ont encore monté. Les principales banques américaines sortent de la crise plus puissantes que jamais. Les pauvres sont encore plus pauvres. Les fauteurs de la crise sont aujourd'hui impunis. Ils ont même été récompensés. Et la récompense est faite de plusieurs manières. Tout d'abord, ils ont été sauvés par l'argent public, par l'argent du contribuable. Donc on est dans le processus habituel qui a consisté à privatiser les profits et à socialiser les pertes. Ensuite, ils ont été récompensés tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de sanctions judiciaires et pénales. Le système judiciaire américain a été incapable, globalement, de mener des procès pour fraude civile ou pour fraude pénale. Et puis, il ne faut pas oublier que Wall Street est sorti renforcé de tout cela. Quelques banques ont disparu, mais le système, globalement, s'est resserré, s'est renforcé, et son emprise sur la classe politique américaine ne se dément pas aujourd'hui encore. À long terme, la crise et ses conséquences auront des répercussions sur les pratiques bancaires, même en Allemagne. Il y aura moins d'affaires à risque, moins d'investment banking. On peut déjà le constater, par exemple dans le développement de la Deutsche Bank, la banque internationale la plus importante. Elle a annoncé comme stratégie la réduction des investissements et le développement des parties à moindre risque. Au total, il a fallu plusieurs milliers de milliards de dollars d'argent public pour renflouer les banques. Pourquoi? Pour que le système continue, tout simplement. Pas d'autres moyens connus pour l'instant. Ça marche mal, il y a des pannes, de grosses pannes, mais ça marche comme ça. Alors, tant qu'il y a de la musique, la machine à dette continue à tourner. Les encours de crédit sur le marché interbancaire européen, c'est de l'ordre de 6 000 milliards d'euros. Donc c'est un chiffre gigantesque. Donc on voit bien quand on voit ce chiffre que quand le marché interbancaire se bloque, ça a des conséquences. D'ailleurs, les créances aujourd'hui portées par la Banque centrale européenne sur le système bancaire européen pour compenser son grippage plus ou moins régulier, c'est 3 000 milliards d'euros. 3 000 milliards d'euros portés par la Banque centrale européenne. 1,5 fois le PIB français.
Donc on n'est pas sur des petites choses. L'iceberg est gros. Ça, on sait à peu près. En tout cas, les initiés savent. Les spécialistes savent. La majorité des économistes ne savent pas. Les spécialistes de l'économie monétaire savent, mais on ne sait que sur la partie visible de l'iceberg. Le shadow banking, il n'y a personne aujourd'hui qui est capable de vous donner ce type de chiffres sur les hedge funds, les émetteurs de produits dérivés de telle et telle catégorie, qui portent quoi, personne ne sait. En 2012, les hedge funds sont plus de 11 000, de plus en plus actifs. Ils se développent sans cesse. Ils savent faire 28 milliards de dollars de gains en un an, plus que les 6 plus grandes banques réunies. Pour eux, c'est du gâteau. Die größte Gefahr für den Euro könnten unkontrollierte Spekulationen gegen den Euro sein. Le grand danger, Das heißt, c'est la spéculation incontrôlée sur l'euro. aus der Eurozone ausscheiden muss, besteht die Gefahr, Si la Grèce doit sortir de la zone euro, Spekulanten mit großen Geldmengen il se pourrait que des spéculateurs parient sur la déstabilisation de l'Espagne ou de l'Italie. FSF und des ESM ist es jedoch möglich, Grâce au système de soutien, dieser on Spekulation peut aujourd'hui faire face à cette spéculation zu begegnen und et donner aux diesen États plus Staaten auch fragiles eine la possibilité de se refinancer sans passer par les marchés. an den Geld- und Kapitalmärkten vorbei zu ermöglichen. Si l'Europe était unie, elle serait le seul triple A qui reste, la zone sûre du monde. Le problème, c'est qu'à l'intérieur de cette zone monétaire unique, il y a des situations budgétaires très différentes qui viennent de ce que certains pays, les pays du Nord, ont fait toute une série de réformes qui les ont rendus très compétitifs, beaucoup plus au cours des 10 dernières années, et que du fait de cette compétitivité et de leur rigueur budgétaire, mais aussi de la compétitivité, ils accumulent des excédents, et que la situation à l'intérieur de cette zone équilibrée, c'est des excédents du Nord qui doivent se replacer dans des déficits du Sud. C'est toutes ces questions-là qui se posent à l'intérieur de l'Europe et qui amènent à ce paradoxe que l'Europe, finalement, est la zone la plus équilibrée et que c'est celle où, comme elle n'est pas intégrée, la résistance du système n'est pas la résistance globale, mais c'est la résistance à chaque fois. La résistance à la spéculation, c'est la résistance du maillon le plus faible de la chaîne. Donc l'Europe ne résiste... quand les marchés attaquent l'Europe, c'est pas la résistance de l'Europe qu'ils testent, c'est la résistance de son maillon le plus faible à un moment donné. La Grèce hier, l'Espagne aujourd'hui, qui sait demain. Le cœur du sujet, c'est que la signature de la France est aujourd'hui évaluée par les marchés, pas par les agences de rating qui sont très en retard sur les marchés, mais par les marchés tous les jours, et que ce que ça nous apprend est quand même quelque chose à quoi il faut réfléchir. Aujourd'hui, la signature de la France vaut moins que non seulement la signature de l'Allemagne, mais aussi que la signature de Danone, par exemple. Une grande entreprise française est considérée comme plus sûre que l'État français. Ça, c'est très très nouveau. C'est un monde, on entre dans un monde entièrement nouveau. Coca-Cola est plus sûr que l'État américain. Le Maroc, mesuré sur les marchés, est plus sûr que l'Espagne. La France, aujourd'hui, est du même ordre de risque que l'Indonésie et un peu moins bien que le Mexique et le Brésil en termes de qualité de la dette. Donc on voit qu'on est dans une situation tout à fait nouvelle, qui est l'inverse de ce qu'on a connu il y a 20 ans, où les excédents sont au sud, ce sont les pauvres qui nous prêtent, ce sont les pauvres qui prêtent aux riches, puisque ce sont les excédents des pays du sud qui sont réinvestis dans la dette souveraine des riches. Et les pauvres, là, mesurent le risque que les riches leur fassent défaut, comme l'a fait la Grèce, qui est quand même le premier État d'Occident, la première démocratie d'Occident à avoir fait défaut sur sa dette. Le plus gros défaut de l'histoire du monde, beaucoup plus depuis 200 ans, beaucoup plus important que l'Argentine. C'est quand même une affaire qui n'est pas de... Donc les gens évaluent, nous évaluent, et il y a un renversement complet de la hiérarchie perçue, enfin mesurée sur le marché, c'est-à-dire perçue, des risques entre les États et les entreprises, et entre les États du Nord et les États du Sud. Donc la dette des États du Nord, qui était autrefois considérée comme l'actif le plus sûr, ont perdu ce statut.
Et l'obligation sans risque aujourd'hui, ça n'est pas l'obligation de l'État français, même pas l'obligation de l'État américain, c'est l'obligation Coca-Cola. La grande crise financière que nous connaissons depuis 5 ans est venue d'une défaillance des systèmes de régulation. Alors voilà, les marchés, tous ces trucs financiers de l'ombre, c'est combine et voilà tout. Quand ça gagne, c'est pour les déjà riches, les de plus en plus riches, qui font des fortunes indécentes et fabriquent rien de bien utile. Et quand ça perd, c'est toujours pour les mêmes, ceux qui travaillent, les jamais riches et les toujours pauvres. Courage les politiques, réveillez-vous, dites la vérité, dites que le monde n'est pas un casino. On y vit et on y travaille. L'argent, c'est pas un jeu, dites-le, ça doit servir. Moi, c'est simple, je le vois comme ça. C'est tout.